Alors cette montée en puissance du Conseil constitutionnel, avec la décision de 71, avec la révision constitutionnelle de 1974, va être enfin corroborée ou renforcée par un troisième élément qui n'est ni une décision du Conseil, ni une révision constitutionnelle. Ce troisième élément, je dirais, c'est un élément de contexte. Le Conseil constitutionnel va fonctionner dans un contexte qui, au fond, va rendre son rôle encore plus important et encore plus central. Il va fonctionner dans un contexte qui va rendre son rôle très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Conseil constitutionnel va devoir, à partir de 1981, fonctionner dans un contexte politique un peu compliqué, un peu mouvant. Ce contexte constitutionnel, c'est le contexte de l'alternance. C'est le contexte du fait que, pour la première fois, sous la Ve République, des majorités politiques différentes se succèdent au pouvoir. 1981-1986, c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir. C'est la première fois depuis 1958. Ça fait 23 ans que la gauche n'était pas arrivée au pouvoir, gauche socialiste et communiste. En 1986 jusqu'en 1988, seconde alternance, la droite revient au pouvoir, va d'ailleurs entrer dans la première cohabitation avec la nomination de Jacques Chirac comme Premier ministre. Puis 1988-1993, autre alternance fait que du retour de la gauche, victoire de François Mitterrand et majorité relative pour le Parti Socialiste sous la direction notamment de Michel Rocard à l'Assemblée Nationale. 93-95, victoire de la droite aux élections législatives, victoire considérable, écrasante de la droite aux élections législatives jusqu'en 1995. Cette élection de 95 sera, entre guillemets, confirmée par la victoire de Jacques Chirac en 1995 à l'élection présidentielle. Mais 1997, de nouveau alternance, puisque Lionel Jospin, la gauche plurielle, et Lionel Jospin arrive au pouvoir à Matignon, Jacques Chirac étant Premier ministre, et que va s'instaurer une troisième cohabitation qui va durer 5 ans jusqu'en 2002, et la réélection de Jacques Chirac à l'Assemblée nationale. Il y a une autre alternance qui interviendra un peu plus tard, avec la victoire en 2012 de François Hollande à l'élection présidentielle, mais on a, dans la période des années 80-2000, une évolution très importante des alternances politiques. Alors, cette évolution qui est très favorable à la démocratie française, la démocratie c'est l'alternance, un régime dans lequel aucune alternance n'est possible n'est pas un véritable régime démocratique, cette évolution elle est quand même dangereuse. En tout cas, elle est potentiellement dangereuse, pourquoi? Parce que la gauche arrive au pouvoir avec un programme de gauche, à l'époque, et cette gauche qui arrive au pouvoir va vouloir appliquer un programme notamment très audacieux en matière de nationalisation, en matière d'évolution, notamment de réforme de l'école, qui va provoquer des protestations extrêmement fortes de la part de la droite, qui considère qu'il s'agit d'une véritable collectivisation. On est encore dans une atmosphère de presque guerre froide, les communistes sont au gouvernement, et puis la droite, au fond, n'accepte pas complètement psychologiquement et politiquement, le retour de la gauche, considère très rapidement que cette gauche est illégitime, et donc on va avoir des débats politiques extraordinairement tendus, extraordinairement vigoureux, extraordinairement durs, sur les nationalisations, sur l'école, la réforme du service public de l'école, à penser aux très grandes manifestations des années 80 pour l'école libre, pour l'école laïque, avec des mobilisations de plusieurs millions de personnes dans la rue, et donc on va avoir un contexte politique très tendu, avec des affrontements, des tensions extrêmement fortes, et le Conseil constitutionnel va être placé en quelque sorte au centre de ces affrontements, car il aura à statuer sur les nouvelles lois adoptées par les nouvelles majorités. Et en 1981, c'est assez compliqué. Le Conseil constitutionnel de 1981, les 9 membres ont été nommés à l'époque de la droite, à l'époque du pouvoir de la droite. Et donc, il y a le risque qu'on les accuse de faire du gouvernement des juges. C'est, à l'époque, je crois, Pierre Joxe qui va dire « Mais que pèsent ces 9 vieillards face aux 15 millions de Français qui ont voté François Mitterrand ?» Et André Léniel, autre ministre socialiste à l'époque, vient dire « Mais nous avons juridiquement raison parce que nous sommes politiquement majoritaires. » Et le Conseil constitutionnel, alors même qu'il est saisi, il est dans un climat très compliqué, que les saisines se multiplient, qu'il est dans un climat qui, au fond, pourrait être de nature à le fragiliser. Le Conseil constitutionnel va au contraire être capable de répondre à ce défi et de s'imposer par sa capacité stabilisatrice. C'est-à-dire qu'ici, le Conseil constitutionnel va jouer un rôle de pacificateur, un rôle de stabilisateur dans la vie politique. Il va en fait être capable de rendre l'alternance normale et pacifiée. Il ne s'agit pas de faire en sorte qu'il n'y ait pas de débat politique, mais au fond, il va réussir à faire en sorte que il arbitre. C'est la fameuse période où le droit saisit la politique est saisie par le droit, pour reprendre la belle expression de Doyen Favoreux. C'est l'idée, au fond, que les juristes, que le droit, l'application des normes, le juge, est capable de pacifier la vie politique. Alors il va le faire comment?
Bah, en plus, c'est compliqué pour le Conseil constitutionnel, parce que non seulement le nombre de saisines va se développer, les questions sont éminemment politiques, il doit répondre très vite, hein, ces délais sont généralement réduits, un mois au plus pour pouvoir répondre à une question, donc la réponse va intervenir alors que le débat politique est encore extrêmement vif, et donc le Conseil constitutionnel est un peu dans une situation complexe. Il n'empêche qu'il va réussir à stabiliser sa position, la légitimer et imposer un arbitrage juridique. Alors comment il fait? Il le fait d'abord parce que, dans sa position, il va faire en sorte que ses décisions soient le moins contestables possible, le plus juridique possible. Il va d'abord utiliser ce qu'on appelle des techniques d'auto-limitation. Technique d'auto-limitation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que clairement, le Conseil constitutionnel, dans toutes les décisions qu'il va rendre à cette époque, et notamment dans les décisions les plus politiquement complexes, va venir dire quelles sont les limites de son rôle. Et son argument est de dire qu'il n'a pas à se substituer au législateur, que le législateur est souverain dans ses choix à partir du moment où il respecte la Constitution. Et que, globalement, le Conseil constitutionnel n'a pas à substituer son appréciation à celle du législateur, il a à simplement faire un contrôle juridique de l'application de la Constitution par le législateur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, deuxième technique que le Conseil constitutionnel va utiliser, deuxième notion que le Conseil constitutionnel va mettre en avant, c'est, je dirais, une sorte de permanence des principes. Il va essayer, autant que faire se peut, et il va bien le faire, d'utiliser les mêmes principes, les mêmes règles à l'endroit de l'une ou de l'autre de la majorité. C'est notamment le cas en matière de nationalisation, où il va appliquer les mêmes principes à la nationalisation telle qu'elle sera opérée à partir des années 1981 qu'à la privatisation telle qu'elle sera opérée en 1986. La gauche veut nationaliser, la droite veut privatiser, le Conseil constitutionnel leur rappelle que l'une et l'autre ces deux opérations restent possibles dans le cadre de limites, les mêmes pour les deux, et en imposant un certain nombre de principes. Et donc, de ce point de vue-là, le Conseil constitutionnel va montrer une sorte de permanence de l'arbitrage, une permanence des règles de l'arbitrage face à ces débats politiques. C'est très important. C'est très important. De même, d'ailleurs, autre élément que le Conseil constitutionnel va intégrer, c'est qu'il va beaucoup utiliser des considérants pédagogiques. Les décisions du Conseil constitutionnel, à cette époque, vont devenir de plus en plus longues et vont tenter d'expliquer la méthode, le raisonnement, le pourquoi de la décision. Au fond, le Conseil constitutionnel ici se comporte comme un professeur de droit, comme un enseignant, qui va tenter de montrer pourquoi et comment les choses sont celles-là et ne peuvent pas être autrement. Et c'est très important. Il va en quelque sorte participer à l'éducation juridique et à l'éducation constitutionnelle des acteurs politiques, ce qui est absolument considérable. Et puis je dirais la dernière technique que le Conseil constitutionnel va utiliser, c'est au fond de s'appuyer sur le concept de réserve d'interprétation. Alors la réserve d'interprétation, qu'est-ce que c'est? C'est une technique qui est un peu dérivée, en tout cas qui vient intellectuellement, historiquement, de l'interprétation américaine. Vous savez, les Américains qui disent qu'il faut vider la loi de son venin. Et la réserve d'interprétation consiste à dire, au fond, la loi est conforme à la Constitution sous réserve d'être interprétée de telle manière. Et je dirais presque peu importe que le législateur ait voulu ou n'ait pas voulu cette interprétation, le Conseil dit on va appliquer la loi, on ne la déclare pas inconstitutionnelle, mais à condition de l'appliquer de cette manière et dans le cadre de cette mode d'interprétation. Alors évidemment, ça a une dimension, comment dirais-je, juridiquement contestable mais politiquement intéressante. Juridiquement contestable, pourquoi? Parce que on commence à arriver aux limites du législateur négatif. On commence à arriver à la limite dans laquelle le juge se substitue au législateur en, je force le trait à dessein, réécrivant la loi. Réécrivant la seule interprétation possible du texte au regard de la Constitution. Mais parfois, la réinterprétation, elle est un peu forcée, elle est un peu directive. Souvenez-vous, je vous avais parlé au premier semestre, de cette fameuse image du président Jean-Louis Debré qui disait « Mais le Conseil constitutionnel est un acteur, au fond, qui a une gomme mais qui n'a pas de crayon ». Il a une gomme parce qu'il peut considérer et effacer certaines dispositions de la loi qui seraient inconstitutionnelles, mais il n'a pas de crayon parce qu'il ne peut pas la réécrire. Et c'est la légitimité du juge, c'est exactement la théorie du législateur négatif posée par Kelsen, et c'est exactement la contestation qui est faite par Lambert du rôle de la Cour suprême et de son interprétation constructive. Ici, le Conseil constitutionnel peut aller loin. Là, la réserve interprétative, alors parfois elle est évidente, parfois elle l'est un peu moins. Donc juridiquement, ça peut être contestable. C'est une montée en puissance du juge, et peut-être sur un terrain sur lequel il n'est pas complètement légitime. En revanche,
politiquement, c'est extrêmement intéressant. Parce que c'est faire preuve de diplomatie juridictionnelle. C'est faire preuve de diplomatie juridictionnelle en disant, au fond, voilà, je ne déclare pas la loi inconstitutionnelle, donc je ne fais pas de ma décision une défaite politique. Votre majorité qui a adopté la loi ne sera pas obligée de la refaire et on ne lui renverra pas sa copie. En revanche, vous ne pourrez pas appliquer la loi telle peut-être que vous vouliez le faire parce qu'il y a des limites. Mais on préfère vous rapporter ces limites dans l'interprétation que de les mettre dans l'annulation ou la disparition de la loi. Et de ce point de vue-là, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est quelque chose qui va assez bien fonctionner. Et en fait, on s'aperçoit que le Conseil constitutionnel va au fond jouer un rôle d'objectivisation et d'apaisement. Il transforme un conflit subjectif parce que politique en un conflit objectif parce que juridique. Alors évidemment, c'est un peu artificiel. Et évidemment, si on s'appliquait une démarche marxiste qui, à bien des égards, est assez intéressante, on pourrait considérer que la séparation entre le droit et la politique, la subjectivité et l'objectivité, elle est parfaitement artificielle. Mais ici, en termes de représentation, c'est très important. Le Conseil constitutionnel transforme un conflit politique, idéologique, violent, subjectif, en un conflit pacifié, géré, objectif et presque scientifique, qui est la loi, l'application de la loi et de la conformité à la Constitution. Cette fonction d'objectivisation a évidemment un rôle considérable parce qu'elle participe au fond, et c'est le deuxième intérêt de la politique du Conseil constitutionnel, de la TIC du Conseil constitutionnel, en une fonction d'apaisement. Fonction d'apaisement parce que, au fond, le Conseil constitutionnel d'abord donne une dernière chance à l'opposition, il évite à la majorité d'avoir une posture trop majoritaire ou trop dominatrice, et puis il permet de pacifier un peu les choses, de réguler un peu les choses, et en fait le Conseil constitutionnel va vraiment jouer ce rôle de modérateur, alors qu'il sera considéré comme l'un des grands avantages de la justice constitutionnelle par le doyen Favoreux, qui avait beaucoup analysé à cette époque-là, et au fond, on a l'idée, et c'est là qu'apparaît l'idée que la justice constitutionnelle peut être non pas un adversaire de la démocratie tel que l'avait dit Lambert, la fameuse théorie du gouvernement des juges, mais au contraire, une forme de pacification du gouvernement par les juges. Une forme de remise en cause des tensions et d'apaisement des tensions. Et bien évidemment, ce Conseil constitutionnel placé à l'interface des majorités des oppositions, majorité-opposition est un élément relativement fluctuant à cette époque-là, et permettant et s'affirmant aux unes et aux autres, va acquérir une puissance considérable. Et donc si on fait le bilan jusqu'en 2002 du Conseil constitutionnel, on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit qu'il est devenu un vrai juge, capable d'appliquer les normes juridiques constitutionnelles, du préambule, des droits fondamentaux en 1971. On s'aperçoit qu'en 1974, ce vrai juge potentiel est devenu un véritable juge effectif, parce que d'une saisine accidentelle, il est maintenant dépositaire de saisines régulières et opérationnelles, parce que l'opposition peut saisir. L'opposition peut saisir. Et puis troisième temps, puisqu'il y a une majorité et une opposition, puisque l'une et l'autre peuvent gagner les élections, eh bien le juge se place au milieu de la démocratie française comme un élément de stabilisation. Et donc on a la construction d'un Conseil constitutionnel qui, simple canon dirigé contre le Parlement, devient le véritable gardien armé, parce que disposant de l'autorité de la chose jugée de l'article 62, le véritable gardien de la démocratie, capable de répondre et à la majorité et à l'opposition, et d'arbitrer de la même manière l'une et l'autre. Donc on a un Conseil qui est monté en puissance. Mais ce Conseil constitutionnel a toutefois un problème. C'est que l'évolution de la vie politique, et souvenons-vous, et on en a parlé ce matin dans la séance de questions-réponses, l'évolution de la vie politique et l'apparition de nouveaux partis, et le fait que certains partis ne sont pas représentés, la disparition quasi effective de certains partis qui n'ont plus 60 députés ou 60 sénateurs, je pense notamment au Parti communiste, vont poser le problème de la saisie du Conseil constitutionnel. 60 députés, 60 sénateurs, c'est le chiffre de 74, c'est un chiffre qui est parfait en 1974. En 1974, on est dans cette période, j'allais dire rêvée, bénie de la démocratie française, de ce fameux quadripartite, avec bipolarité, 4 partis politiques qui représentent 4 véritables tendances historiques de la pensée politique française, des gaullistes aux communistes en passant par les libéraux et les socialistes, qui ont chacune la capacité de mobiliser plus de 60 députés ou 60 sénateurs et qui donc chacun peuvent saisir le Conseil constitutionnel. L'ensemble des électeurs ou presque est représenté au Parlement et l'ensemble des grands partis parlementaires peut saisir le Conseil constitutionnel. Cohérence sociologique, politique et juridique.
Sauf que cette cohérence va être rompue très rapidement parce que certains partis politiques n'auront pas d'élus, et pourtant ils représentent des tendances importantes, et certains partis politiques n'ont plus assez d'élus pour représenter ou pouvoir saisir le Conseil constitutionnel. Et c'est pour ça qu'apparaît dans la pensée politique française, alors même si c'est un élément qui est soutenu aussi par l'application de la Convention européenne des droits de l'homme, par cette espèce de culture européenne des droits fondamentaux qui arrive dans les États et qui arrive en France, apparaît l'idée qu'il faut encore réformer le mode de saisine du Conseil constitutionnel et qu'il faut ouvrir la saisine du Conseil constitutionnel aux simples citoyens, à la possibilité pour un citoyen de saisir, comme c'est le cas dans la plupart des démocraties européennes et aux États-Unis, la possibilité pour un citoyen de saisir la juridiction constitutionnelle, notamment s'il considère que ses droits fondamentaux sont violés. Alors c'est intéressant cette idée, la genèse de cette proposition. La genèse de cette proposition, c'est à la fois une espèce de montée en puissance du concept de l'état de droit qui dit, ben voyez, dans tous les États en Europe, on fait ça, et la logique suprême de l'état de droit, c'est permettre à chaque citoyen de pouvoir demander au juge de défendre individuellement ses droits fondamentaux. Donc il y a cette aspiration globale, à laquelle la France était culturellement extrêmement réticente. Et puis il y a une aspiration conjoncturelle qui dit ben, la réforme de 1974, elle était excellente, mais elle ne fonctionne plus. Et elle ne fonctionne plus parce que la société de 1974 et la société de 2000 n'est plus la même. Les partis politiques ne sont plus représentés au Parlement, tous les partis ne sont pas représentés au Parlement. Et donc il faut réviser la Constitution et ouvrir la saisine individuelle au Conseil constitutionnel. Alors c'est une idée ancienne. C'est une idée qui a été portée dès 1989 par Robert Badinter. Robert Badinter, président du Conseil constitutionnel, alors il n'était plus en 1989, il était président du Conseil constitutionnel en 1989, ancien ministre de la Justice. Badinter propose, à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française de 1789, la possibilité pour les citoyens de saisir le Conseil constitutionnel. Refus notamment du Sénat, il n'est pas question de valider cette révision constitutionnelle considérée comme favorable à la majorité socialiste de l'époque. 1993, le comité Vedel, qui avait été réuni à l'autorité du président de la République, François Mitterrand, pour réviser la Constitution, donc le comité qui a été un comité de réflexion qui est placé sous l'autorité éminemment éclairée du doyen Vedel, va faire un certain nombre de propositions, et notamment dans les propositions qu'il va faire, c'est la possibilité d'une saisie du Conseil constitutionnel par les citoyens en matière de contrôle de constitutionnalité, notamment des droits fondamentaux. Alors, le comité Vedel réfléchit à un système de filtre, mais c'est refusé. Je dirais c'est refusé parce que de toute manière, 93, il va y avoir l'alternance, il va y avoir l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle majorité de droite qui est totalement opposée à l'idée de cette réforme et qui ne veut pas faire de cadeaux à la gauche dans ce domaine-là. Et en fait, cette réforme va rebondir en 2008. Alors en 2008, c'est après 2007, c'est-à-dire c'est après l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République. Et Nicolas Sarkozy veut s'engager très rapidement, il le dit dans un discours d'Épinal, symboliquement, Épinal est aussi la ville où le général de Gaulle avait fait son discours, un de ses discours, et Nicolas Sarkozy dit qu'il veut réviser globalement la Constitution, rééquilibrer la Constitution notamment pour les droits du Parlement. Il met en place une commission d'experts qui est assez politiquement pluraliste, il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, une commission qui est composée à la fois d'hommes politiques et d'universitaires, de juristes spécialisés, qui est présidée par l'ancien Premier ministre, Édouard Balladur, et cette commission va rendre un rapport extrêmement important, extrêmement fourni, qui propose la possibilité pour le Conseil constitutionnel d'être saisi par un citoyen s'il estime que ses droits et libertés ont été violés. Cette proposition du comité Balladur va être reprise par le gouvernement, validée au terme d'une révision constitutionnelle très difficile à obtenir par le Congrès, et donc à partir de 2008 est créée dans la Constitution française une nouvelle procédure de contrôle de constitutionnalité qui vient se surajouter aux procédures précédentes. Les procédures précédentes de l'article 61 de la Constitution continuent à fonctionner, mais vient se mettre en place une troisième procédure de contrôle de constitutionnalité que l'on va dénommer sous le terme de question prioritaire de constitutionnalité. Et cette question prioritaire de constitutionnalité, elle a pour objet de permettre à un citoyen qui estime que ses droits fondamentaux ont été lésés de saisir le Conseil constitutionnel. Et de ce point de vue-là, cette révision constitutionnelle, alors qui sera entérinée par l'adoption d'une loi organique, cette révision constitutionnelle va, elle aussi, constituer une révolution juridique. Elle va constituer une révolution juridique, et je dirais qu'elle constitue une sorte de double défi, de double révolution. D'abord, la première révolution, elle est
d'ordre idéologique, d'ordre fondamental. C'est la possibilité pour les citoyens de contester une décision, une loi, au travers du juge constitutionnel. C'est la destruction de la vision française du contrôle de constitutionnalité qui était très réticente, et basée sur une forme, le professeur Turpin avait parlé à l'époque, de légicentrisme, de placer la loi au centre du système, alors par une version un peu mal comprise de la pensée de Jean-Jacques Rousseau, mais c'est une révolution intellectuelle. Le Conseil constitutionnel peut être saisi par les citoyens, la loi peut donc être contestée par tout un chacun devant un juge. C'est très important. Et le deuxième défi, c'est de savoir comment on va faire. Parce que, très classiquement, on s'aperçoit en droit constitutionnel que si aujourd'hui le principe de permettre à un citoyen de saisir le juge constitutionnel est assez acquis, la question qui va se poser, c'est comment on fait. Pourquoi ? Parce que le risque, c'est l'engorgement. Le risque, c'est de voir arriver des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de décisions, de requêtes, qui peuvent écraser le juge constitutionnel qui n'aura pas les moyens d'y répondre. Et donc, la loi, et la réforme constitutionnelle et la loi, vont mettre en place en fait un système de filtrage que vous verrez en cours, qui fait au fond que la QPC ne peut être posée qu'au cours d'un procès. Elle n'a pour objet que de défendre l'application d'un droit et liberté que la Constitution garantit, donc on ne peut pas tout attaquer, toutes les inconstitutionnalités ne peuvent pas être attaquées dans un procès. On doit attendre le procès, on doit soulever la question devant le juge, et c'est le juge qui doit accepter ou non, le juge judiciaire ou le juge administratif, qui doit accepter ou non de faire remonter la procédure, soit devant le Conseil d'État et la Cour de cassation, si c'est un juge de première instance, soit le Conseil d'État et la Cour de cassation acceptent ou non de faire remonter la procédure devant le Conseil constitutionnel. Alors je ne veux pas insister sur la procédure de QPC, parce que vous la verrez en TD, elle aboutit à un contrôle erga omnes. La loi, si elle est considérée comme non conforme, cesse de s'appliquer pour la décision, mais également pour l'ensemble du système juridique français. Cette nouvelle procédure va en fait, transformer le droit constitutionnel, va transformer le Conseil constitutionnel, va ouvrir des perspectives considérables, mais elle va ouvrir aussi des défis. Alors la transformation, c'est... Qu'est-ce qu'on peut évoquer en termes de transformation ? Je dirais qu'en termes de transformation, les chiffres parlent. La QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, va permettre un développement jurisprudentiel considérable. Le nombre d'affaires traitées par le Conseil constitutionnel va être multiplié par 2 ou par 3, et on peut considérer qu'aujourd'hui... Alors vous pouvez aller sur le site du Conseil constitutionnel, vous allez pouvoir vérifier le nombre d'affaires déposées, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, alors que la QPC est en application depuis 2010, on s'aperçoit aujourd'hui que le Conseil constitutionnel a eu plus d'affaires traitées par le biais de la QPC que d'affaires traitées par le biais de l'article 61 depuis sa création. Que, au fond, la QPC devient une institution, un système de formation, ça devient l'élément principal de formation du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, les plus grand nombre d'affaires sont traitées par la QPC, et on pouvait citer, alors je cite juste des chiffres qui sont un peu anciens, mais que vous pourrez facilement réactualiser. Le 31 décembre 2018, le Conseil constitutionnel avait connu 990 saisines par le biais de l'article 61, donc depuis 1958, mais il avait déjà connu presque 800 saisines par le biais de la QPC, alors que la QPC ne fonctionne que depuis 2010. C'est-à-dire que, grosso modo, entre 58 et 2018 d'un côté, et entre 2010 et 2018 de l'autre, on a le même nombre d'affaires. Ce qui veut dire que, très rapidement, le Conseil constitutionnel ne va pratiquement faire que des QPC, en tout cas l'activité du Conseil constitutionnel va être principalement orientée autour du traitement de la QPC. Donc d'un point de vue quantitatif, c'est considérable. D'un point de vue qualitatif, le Conseil constitutionnel est devenu un véritable juge des libertés, et il va avoir à faire un véritable contrôle substantiel du respect des libertés fondamentales. Il va faire progresser le droit. On pense à la grande décision sur la garde à vue, par exemple, qui va rendre très rapidement dès 2010, et c'est une décision qui va être considérable, qui va considérablement apporter un contrôle sur les libertés. Ça va d'ailleurs entraîner
une évolution des techniques du contrôle de constitutionnalité, notamment le Conseil constitutionnel, se met à fonctionner de plus en plus comme une véritable juridiction, grâce d'ailleurs à l'implication et à la, je dirais, à la pédagogie bienveillante mais très efficace du président Debré, qui va progressivement transformer les séances du Conseil constitutionnel en véritable instance juridictionnelle, modifiant la salle, permettant un contradictoire, etc., permettant au public d'accéder au débat, enfin en tout cas aux échanges, etc., etc. Il va y avoir des décisions, des modalités d'application des décisions du Conseil constitutionnel qui vont être rendues, qui sont nouvelles. Par exemple, le fait qu'une décision du Conseil constitutionnel puisse s'appliquer avec un délai, c'est le cas en matière de garde à vue. La France aura un délai pour mettre en conformité sa législation avec les dispositions qu'elle a violées. Donc on va avoir une véritable révolution. J'insiste pas là-dessus. Vous aurez une séance de TD très importante sur la QPC et vous avez dans le document qu'on vous a distribué un certain nombre d'éléments sur la QPC et je vous distribuerai peut-être un ou deux documents supplémentaires. Et je vous invite à aller voir sur le site du Conseil constitutionnel un certain nombre de points qui sont très clairement développés. Vous pouvez même assister, si le cœur vous en dit, je vous encourage vivement, à des débats ou à des séances de la QPC, puisqu'elles sont intégralement filmées et diffusées. Donc on a une évolution considérable du Conseil constitutionnel, on a une évolution considérable du système juridique français qui se constitutionnalise. La Constitution devient une norme obligatoire et, je dirais, incontournable pour tous les contentieux, puisque, que ce soit un contentieux devant la Cour de cassation ou devant le Conseil constitutionnel, devant l'ordre judiciaire ou devant l'ordre administratif, on a maintenant une chance certaine, forte en tout cas, de pouvoir terminer au Conseil constitutionnel. Donc, mutation considérable du Conseil constitutionnel, montée en puissance du Conseil constitutionnel, la réforme de 2008 venant en quelque sorte parachever, mais concrétiser, renforcer la position du Conseil constitutionnel. La réforme de 2008 n'est pourtant pas la fin de l'histoire constitutionnelle. Parce qu'elle ouvre des questions, elle pose des questions et elle ouvre des débats. Et notamment, elle ouvre le débat du gouvernement des juges, débat récurrent, mais qui évidemment va prendre une importance plus considérable. Plus le juge est important, plus le débat sera important. Elle va aussi poser la question de la capacité du Conseil constitutionnel à faire face à ces nouvelles compétences. 9 juges, c'est pas beaucoup. Peut-être pourrait-on imaginer 2 formations de jugement, la procédure devant le Conseil constitutionnel, les moyens matériels à la disposition du Conseil constitutionnel, qui restent somme toute relativement limités au regard des autres grandes juridictions constitutionnelles en Europe, la présence des anciens présidents de la République qui sont membres de droit du Conseil constitutionnel. En 1958, on avait voulu donner un statut aux 2 anciens présidents de la 4ème République, mais très rapidement, le général de Gaulle n'a pas siégé au Conseil constitutionnel, Georges Pompidou est mort pendant son mandat. Valéry Giscard d'Estaing a eu une carrière politique importante pendant des années après son échec de 81. François Mitterrand est décédé à l'issue de son 2e mandat, donc la question ne s'est pas véritablement beaucoup posée. Et puis elle s'est posée récemment, avec Jacques Chirac, qui a un temps siégé au Conseil constitutionnel, avec Valéry Giscard d'Estaing, avec Nicolas Sarkozy. Donc on a une possibilité pour les anciens présidents du Conseil constitutionnel, la question aurait pu se poser pour François Hollande également, de pouvoir siéger au Conseil constitutionnel. Nos anciens présidents sont désormais plus jeunes, donc ont une carrière après. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'une juridiction qui a ses compétences, qui a ce rôle, qui a cette importance, peut accepter que des hommes politiques qui siègent quasiment escalité au sein du Conseil constitutionnel? Ça soulève également la question du recrutement des membres du Conseil constitutionnel, du fait que le recrutement est de plus en plus politique et qu'il y a un certain nombre de ministres très importants qui sont au Conseil constitutionnel. Il y a jusqu'à 3 ou 4 ministres et plusieurs anciens premiers ministres qui étaient au Conseil constitutionnel. Alors il ne s'agit pas de les remettre en cause, mais il s'agit quand même de s'étonner que des anciens ministres puissent avoir à statuer sur des textes dont ils ont soutenu la plupart du temps l'application ou l'adoption par leur majorité. Donc, montre bien au fond que cette évolution du Conseil constitutionnel, c'est une mutation radicale du droit constitutionnel de la Ve République, c'est une mutation radicale au regard de ce que voulaient les constituants, mais, je répète, c'est pas la fin de l'histoire. C'est pas la fin de l'histoire constitutionnelle, et que le chantier de la constitution normative reste ouvert. Il reste ouvert, on a plusieurs interrogations sur la Ve République comme un état de droit, et au fond, on peut s'interroger sur la capacité qu'a le Conseil constitutionnel aujourd'hui à jouer le rôle qu'il a progressivement pris, qu'il a progressivement occupé, et ça sera l'objet des 2 prochaines vidéos, et donc nous nous retrouvons très vite pour évoquer ces questions. Merci beaucoup.